Mathis, chemise entr'ouverte, sur le lit, et Grace, jambes nues, assise contre lui, leurs lèvres collées comme si sa vie à elle n'avait jamais compté. Il y a des jours qui devraient être écrits en lettres d'or, et celui-ci devait être le plus beau de sa vie. Léna, 27 ans, se tenait devant le miroir, vêtue de sa robe blanche soigneusement ajustée par une couturière du quartier. Une robe qu'elle avait payée avec courage en 4 mensualités, comme une victoire sur les difficultés de son passé. Ses cheveux, relevés en un chignon élégant, dégageaient la finesse de son visage. Ses lèvres tremblaient d'émotion et malgré la nervosité qui lui traversait le corps, elle souriait timidement, entourée de ses amis d'enfance qui tentaient de calmer son cœur battant. « Ma chérie, tu vas briller comme jamais », murmura Nana, sa meilleure amie, en rajustant doucement le voile qui glissait sur ses épaules, comme pour sceller une promesse. Dehors, dans la cour de la maison familiale, l'ambiance bouillonnait déjà comme dans un mariage parisien typique. Les voitures stationnées décoraient les rues, les klaxons se mêlaient aux éclats de rire, des enfants couraient dans tous les sens, des invités prenaient des selfies en habits assortis, certains arrivaient en retard, et des femmes perchées sur leurs talons tentaient de rattraper des gamins espiègles. Tout respirait la fête et dans quelques heures, Léna devait dire oui à Mathis, son amoureux depuis 5 ans. Ils s'étaient rencontrés à l'université, lui étudiant en finance, elle en marketing. Il avait été attentif, drôle, ambitieux, et il lui avait juré de l'aimer malgré ses origines modestes, malgré les failles de son histoire, malgré tout ce qui aurait pu les séparer. Elle avait cru à ses promesses. Le mariage civil venait de s'achever et la cérémonie religieuse était prévue à midi. En attendant, Léna s'était retirée dans une chambre d'appoint de l'hôtel parisien où devait se dérouler la réception. Elle avait simplement oublié sa petite trousse de retouche maquillage, un détail en apparence insignifiant qu'elle voulait arranger avant de marcher vers l'hôtel. Ses talons résonnaient sur le carrelage du couloir lorsqu'elle ouvrit doucement une porte. Elle entendit une voix, celle de Mathis, puis une autre, féminine, qui lui glaça le sang. « Arrête Mathis, si quelqu'un nous voit !» Un rire cristallin suivit, un rire qu'elle connaissait par cœur, celui de Grace, sa propre sœur cadette. Le souffle coupé, Léna poussa un peu plus la porte et ce qu'elle vit lui brisa le cœur avec une violence inouïe. Mathis, chemise entr'ouverte, sur le lit, et Grace, jambes nues, assise contre lui, leurs lèvres collées comme si sa vie à elle n'avait jamais compté. Elle referma la porte d'un geste presque mécanique, recula de 2 pas, manqua de tomber, sentit les murs tourner autour d'elle et son estomac se nouer, comme si une lame invisible venait de la transpercer. Ses yeux se remplirent de larmes, son voile glissa de sa tête et, le cœur en cendres, elle s'enfuit. Elle traversa le couloir à grandes enjambées, tenant sa robe comme un fardeau, et les employés de l'hôtel la regardèrent passer sans comprendre ce qui se jouait. Elle sortit par l'arrière, le visage noyé de larmes, bousculant la cuisine du personnel avant de se retrouver dans la cour. Là, elle héla un taxi d'une voix étranglée. « Mademoiselle, vous allez bien ?» demanda de chauffeur inquiet. « Conduisez. »« Vite, n'importe où !» souffla-t-elle en s'effondrant sur la banquette. Le véhicule démarra dans les rues parisiennes, tandis que Léna se recroquevillait sur elle-même, éclatant en sanglots. Sa robe blanche, froissée, se maculait de poussière et de larmes, transformée en symbole de son malheur. À l'église, le pasteur s'impatientait, les invités s'agitaient et Grace feigna la panique en lançant « Je crois qu'elle a fui, je ne sais pas ce qui se passe !» Mathis fronçait les sourcils, jouant l'homme trahi, hypocrite jusqu'au bout. Mais Léna, elle, était déjà loin, brisée. 15 jours plus tard, Léna se retrouvait assise dans une gare parisienne, un sac de voyage posé à ses pieds, le téléphone coupé. Elle avait rompu tout contact. Ni sa mère, incapable de choisir entre ses 2 filles, ni ses cousines, ni même Nana. Elle ne voulait plus voir personne, elle voulait juste disparaître et survivre. Elle prit un car en direction de la banlieue parisienne où vivait Tata Mireille, la sœur de son père, une femme droite et austère, veuve depuis 10 ans. Elle n'avait pas vu Léna depuis 6 ans, mais accepta de l'accueillir. « Tu as fui comme une lâche », fait sa première phrase. « J'ai fui pour me sauver », répondit Léna d'un ton vide. Dans la petite maison modeste de la périphérie parisienne, Léna dormait sur un matelas au sol, sans confort, parfois avec un seul repas par jour. Chaque matin, elle partait chercher du travail, diplôme de marketing en poche, mais inutilisé, car ici aussi la concurrence était féroce et les places rares. Elle finit par décrocher un emploi de serveuse dans un bar-restaurant chic du centre-ville. « Tu veux commencer lundi ? Ici, on paye surtout au pourboire », dit le gérant. Elle accepta sans réfléchir.
Chaque soir, elle portait des plateaux lourds, servait des clients pressés ou arrogants, souriait malgré les insultes ou les avances déplacées, mais elle tenait bon. La nuit, épuisée, elle ouvrait son vieux téléphone, lisait des livres de stratégie marketing en ligne, suivait des tutoriels YouTube et notait ses espoirs dans un petit cahier. Ils m'ont brisé, mais ils ne m'ont pas enterré. Léna travaillait désormais chaque soir au restaurant-bar chez Cossy, un lieu branché de Paris fréquenté par des hommes d'affaires, des touristes et quelques politiciens. La journée, elle utilisait ses heures libres à envoyer des candidatures et à rêver d'un emploi plus digne. Mais chaque soir, elle enfilait sa chemise blanche et son tablier noir pour redevenir invisible aux yeux de clients pressés. Un soir, un homme plus âgé la fixa longuement. Lorsqu'elle apporta sa commande, il osa poser sa main sur son bras et murmurer « Toi, tu n'as rien à faire ici. Viens, je t'emmène à Londres. Tu vivras dans mon immeuble. » Léna se dégagea brusquement et répondit d'une voix ferme « Servez-vous de vos yeux, monsieur, pas de vos mains. » L'homme rit nerveusement, mais plus tard, le gérant l'avertit. « Faites attention, Léna. Certains de ses clients peuvent nous nuire. Apprends à sourire. » Ce soir-là, elle rentra à pied, sous une pluie glaciale, le cœur lourd, trempé jusqu'aux os. En s'allongeant sur son matelas humide, elle chuchota « Je n'ai plus rien, mais je suis encore debout. » 6 mois plus tard, après d'innombrables sacrifices, elle économisa assez pour acheter un petit ordinateur d'occasion. Elle s'inscrivit à une formation en ligne en community management et publicité digitale. Les débuts furent terribles, mauvaise connexion, fatigue, stress, mais elle persévéra. Peu à peu, elle créa une petite page Facebook où elle proposait ses services. Création de visuels, gestion de réseaux sociaux, conseils en communication. Un salon de coiffure la contacta, puis une boutique de vêtements, puis un restaurant. En 3 mois, elle avait 5 clients réguliers et quitta le bar pour se consacrer à son activité. Tata Mireille, fière mais toujours sèche, lui dit simplement « Maintenant, tu marches seule. Ne retourne pas vers ceux qui t'ont piétiné. » À 30 ans, Léna avait reconstruit sa vie à Paris depuis presque 3 ans. Elle gagnait bien sa vie comme freelance, animait des formations et était invitée à des séminaires. C'est à l'un de ces événements qu'elle le rencontra, Tad Folayan, jeune entrepreneur nigérien d'origine béninoise, propriétaire d'un groupe agro-industriel en pleine expansion. Il assista à sa présentation sur les stratégies digitales en Afrique de l'Ouest. À la fin, il l'aborda. « Votre présentation était brillante. Vous êtes une femme rare. » Elle sourit poliment. « Merci, monsieur Folayan. »« Appelez-moi Tad, » répondit-il avec simplicité. Ce jour-là, il ne lui proposa rien de plus qu'un échange de cartes, mais 2 semaines plus tard, il l'invita à dîner. Avec Tad, tout était différent. Pas de faux compliments, pas de promesses creuses, seulement une écoute sincère et un profond respect. Un soir, sur les quais de Seine, Léna osa tout lui raconter. Le mariage brisé, la trahison de sa sœur, la fuite. Tad resta silencieux quelques minutes, puis répondit simplement « Tu n'as pas fui, Léna. Tu t'es sauvée. Et grâce à ça, nos chemins se sont croisés. » Ce soir-là, elle pleura, mais pour la première fois depuis longtemps, ce furent des larmes de délivrance. 1 an plus tard, Tad lui proposa un mariage simple, discret, loin des regards. « Je ne veux pas de cérémonie géante, je veux toi, juste toi », lui dit-il. Léna accepta. Ils se marièrent à Dubaï, les pieds nus dans le sable. Elle, dans une robe beige sans fioritures, et pour la première fois, elle dit oui, sans chaîne, sans peur, sans spectateur hypocrite. Dans leur suite, elle contemplait le ciel étoilé et murmura « Grâce, Matisse, vous m'avez détruite, mais la vie m'a reconstruite, et en mieux. » Mais le destin n'en avait pas fini avec elle. Quelques mois plus tard, alors qu'elle était en visioconférence avec un client, un mail atterrit dans sa boîte. « Madame Léna Folayan, nous avons l'immense plaisir de vous inviter comme intervenante principale au Gala des femmes africaines d'impact, à Paris le 12 juin, thème de cette année, du chaos à la couronne. » Ses doigts tremblaient en lisant ces mots. Tad entra dans la pièce et lut le message. « Tu as envie d'y aller ?» demanda-t-il. Léna hésita. « J'ai tourné la page, ai-je besoin de rouvrir ce livre ?» Tad la fixa et répondit calmement. « Parfois, pour vraiment tourner la page, il faut retourner là où elle s'est arrachée. » 3 jours plus tard, Léna dit oui. Elle n'y allait pas pour les autres, elle y allait pour elle. La salle du gala, majestueuse, brillait de 1000 feux. Dans une robe émeraude sur mesure, Léna entra au bras de Tad. Les regards se tournaient, les murmures s'élevaient. C'est elle, la consultante, mariée à un milliardaire, une vraie reine. Mais dans le fond de la salle, 2 regards la clouaient. Grâce, un brunette fort d'opportune, et Matisse, en retrait, nerveux. Quand leurs yeux croisèrent les yeux de Léna, le temps suspendit son souffle. Léna ne détourna pas le regard. Elle les fixa avec calme et dignité, inaccessible. Lorsqu'elle fut appelée sur scène, la salle se tut. Léna s'approcha du pupitre sans discours écrit et parla d'une voix ferme. «
Mon histoire est banale, une femme trahie, tombée, mais qui s'est relevée. J'ai été humiliée, abandonnée, méprisée. J'ai quitté Paris avec une robe de mariée souillée et un cœur en ruine. Mais je suis revenue pas pour me venger, mais pour témoigner. Les blessures guérissent et les cicatrices racontent une seule chose, vous avez survécu. La salle éclata en applaudissements, ovation debout. Grace pleurait, Mathis baissait la tête. Léna, elle, souriait. Elle n'avait plus besoin de vengeance, elle avait sa victoire. Plus tard, elle reprit le micro une dernière fois. À toutes celles qui ont été trahies, humiliées, réduites au silence, je vous dis ceci. Votre douleur est une graine, arrosez-la avec votre courage et regardez ce qu'elle devient. La salle était en larmes, portée par sa voix. En quittant le gala, Léna comprit que la vie ne lui avait pas pris son honneur, elle lui avait offert une couronne invisible, plus forte que la trahison, plus brillante que l'or. Morale, la trahison détruit peut-être une vie, mais jamais une âme qui choisit de se relever. Ce n'est pas la douleur qui définit qui nous sommes, mais ce que nous décidons d'en faire.